C'est avec une grande fierté que le Chinese Business Club accueille en invité d'honneur Tony Parker, le meilleur basketteur français de tous les temps. À propos de basket, savez-vous qui a inventé ce sport? J'ai découvert que c'est un professeur d'éducation physique canadien qui, en 1896, souffrait de voir ses élèves patauger dans la boue sous la pluie. Eh bien, le sport en salle, à l'abri des intempéries, c'est encore lui. Le parquet verni et multicolore, c'est encore lui. Le panier percé récupéré auprès du cultivateur voisin, c'est toujours lui. Pour en revenir à notre invité, vous êtes né en Belgique, à Bruges. Vous vous distinguez très tôt, puisqu'à 9 ans, vous démarrez le basket avec des résultats plus que prometteurs. Vous aviez de qui tenir, votre père était lui-même ancien basketteur professionnel. À 15 ans, vous obtenez la nationalité française. Ce qui, entre autres, est stupéfiant, c'est cette vitesse de jeu enregistrée à 34 km/h avec un ballon à la main. Meilleur passeur, meilleur marqueur, meilleur joueur, votre palmarès exceptionnel s'accompagne d'une dose de modestie et de fair play qui vous rend très sympathique auprès d'un large public. Mais vous n'êtes pas seulement un brillant basketteur, vous avez plusieurs vies. En 2019, vous prononcez votre intention de mettre fin à votre carrière sportive et de vous reconvertir dans le business. Pour vous, le sport et l'entreprise présentent de nombreuses similitudes. Que ce soit à Villars-de-Lans, où vous avez acheté la société de remontée mécanique, où vous avez un grand projet immobilier avec des créations d'emplois à la clé, que ce soit au vignoble du château de Mascaronne, ou que ce soit au haras de Guetteville, votre objectif est de devenir le Michael Jordan français en dehors des parquets, ainsi que vous le déclarez dans une interview au Figaro. Enfin, votre arrivée médiatisée au Blast Club d'Anthony Bourbon et votre participation au jury d'M6 dans l'émission « Qui veut être mon associé ?» Basketteur et désormais businessman, votre parcours illustre bien cette pensée de Confucius. L'homme sage sait qu'il n'a qu'une vie et la savoure avec parcimonie. L'homme fou le sait aussi, mais préfère la savourer sans modération. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole au légendaire Tony Parker. Pour être honnête avec vous, je ne savais même pas ce que c'était le Chinese Business Club il n'y a même pas 2 semaines. Donc c'est cool, hein. C'est sympa. Vous êtes tous fait beaux gosses et tout, j'aime bien. C'est une grande table d'honneur par contre. Hein. Et j'ai 0 invité en plus. Donc il a expliqué un peu mon parcours et moi j'aime bien répondre aux questions. Donc si vous avez des questions, moi je suis preneur. Je peux parler de moi, je peux raconter ma vie. Mais moi ce qui m'anime aujourd'hui c'est la transmission. J'ai envie de redonner à la nouvelle génération. J'ai envie de créer des opportunités parce que pour réussir dans la vie, des fois ça se joue à rien et c'est une question d'opportunité. Moi j'ai grandi avec pas grand chose, donc il a dit, j'avais un père américain, une mère hollandaise, né en Belgique, mais je suis français. Donc très international, donc j'ai grandi avec les 2 mentalités. Mon père, il avait ce côté américain d'avoir toujours une grande confiance en soi, toujours positif. Et c'était un bon juste milieu avec ma mère qui était européenne et qui me parlait toujours de garder les pieds sur terre, que quand tout va bien, pas trop s'enflammer, quand tout va mal, pas être trop dur avec soi-même et justement faire la vie avec gérer les hauts et les bas, parce que c'est ça une carrière un peu sportive, hein. C'est de gérer les hauts et les bas. Donc j'ai grandi avec cette mentalité et c'est vrai qu'à l'époque, en France, quand j'ai commencé le sport, il y avait cette grande phrase qui était le plus important, c'est de participer. Et donc moi j'ai toujours eu du mal avec cette phrase-là, parce que pour moi le plus important c'était de gagner. Et donc quand tu arrives en France, où à l'époque... c'est vrai qu'on avait une préférence pour les 2e et les 3e. Et moi, j'ai grandi en regardant Michael Jordan. Moi, Jordan, c'était mon idole. J'avais envie de prouver aux Américains que les Français, ils savent jouer au basket. Parce que comme mon père, il était américain
et qui sont très arrogants, les Américains, dans le basket, bah, moi je voulais leur montrer que des petits Frenchies, ils peuvent jouer. Et à l'époque, on me prenait pour un fou à l'époque, parce que quand je disais que je voulais jouer en NBA, et bah, les gens ils rigolaient, ils se foutaient de moi. Quand on dit son rêve à quelqu'un et qu'il se fout pas de toi, c'est que tu rêves pas assez grand. Donc, les Français, ils se foutaient bien de moi quand je disais que je voulais devenir le premier meneur européen à réussir en NBA. Donc on partait de loin. Et je m'en rappelle, et j'en profite, hein, désolé Richard, hein, parce que tu étais dans la salle, mais moi le premier match que j'ai vu de l'équipe de France, c'était en 92, j'avais 10 ans, c'était à Monaco. Et la Dream Team, l'équipe américaine, pour ceux qui ne connaissent pas le basket, c'est la meilleure équipe de tous les temps au basket. Il y avait Jordan dans l'équipe, Magic Johnson, Larry Bird. Ils ont mis 50 points à Richard. D'ailleurs, Richard, t'étais dans cette équipe ou pas? Je me rappelle plus. T'étais dans cette équipe? Richard Dacoury qui est présent à la table d'honneur. Il y a également Jean-Marc Mormec, Fabrice Santoro. Ils sont tous à la table d'honneur. T'étais blessé, ah, Et donc voilà, c'était mon premier souvenir de l'équipe de France. Et donc, bah, ça m'a motivé pour justement changer un peu la destinée de l'équipe de France. Et donc, j'ai travaillé dur, bien sûr, c'est ce qu'on dit, hein, de toute façon, pour réussir, il faut travailler, il faut faire les sacrifices. Et j'ai vu très très tôt que j'étais un peu différent des autres, parce que les gens, ils parlent tout le temps de sacrifice, mais est-ce qu'ils ont vraiment envie de le faire? Quand j'avais 15 ans, je me rappelle, on se motivait avec mes amis et on disait, ok, 7h du matin, rendez-vous à la piste d'athlée pour travailler. Donc le premier jour, on est 10, tout le monde est motivé. Et puis après, ça va faire la fête, ça va faire autre chose. Et donc le deuxième jour, on n'est que 5. Troisième jour, on n'est que 4. Et puis après, bah, le jour d'après, j'étais tout seul. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais souvent tout seul en fait pour travailler. Parce que si tu veux vraiment réussir, bah, y a des sacrifices à faire. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont réussi, ils savent de quoi je parle. Et pour réussir dans le sport, bah, y a des gros sacrifices à faire. Et moi, j'étais motivé par ça parce que je voulais marquer l'histoire du basket français. Et donc, quand je suis arrivé à 19 ans en NBA et que je suis devenu le premier meneur le plus jeune à être titulaire dans un match NBA, bah, ça commençait avec un rêve. Moi, je dis toujours, il faut visualiser, c'est important de visualiser quand vous avez un rêve et que vous réfléchissez à quelque chose. Moi, ce que je faisais quand j'étais petit, j'écrivais. J'écrivais un peu tous mes objectifs, mes rêves. Et je pense que c'est important de l'écrire et c'est important de le visualiser. Parce que la première personne qui doit y croire, bah, c'est vous-même. Et il y a beaucoup de personnes qui ne se lancent pas parce que bah, ils ont toujours peur, en fait. Et moi, je me suis toujours dit, le plus important, c'est d'essayer. Après, si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Et donc, je me disais, moi, je vais essayer. J'ai pas de plan B. Il n'y a qu'un seul plan, c'est aller en NBA. Parce que de toute façon, toute l'énergie que tu dépenses dans le plan B, c'est de l'énergie que tu aurais pu mettre dans le plan A. Donc, je me suis concentré sur le plan A et je suis allé jusqu'au bout de mes rêves. Et maintenant, bah, c'est moi qui rigole bien. Parce que quand on disait que j'étais trop petit ou trop maigre ou j'y arriverai jamais, ou ah oui, la phrase favorite quand j'étais petit des Français, que j'avais la grosse tête, ça me faisait toujours rigoler, ça aussi. Ils aimaient bien dire ça. Et moi je me dis toujours, mais c'est quoi la différence entre avoir la grosse tête et avoir une grosse confiance en soi? C'est quoi la différence en fait quand je jouais au PSG avec Richard quand j'étais jeune et on disait que j'avais la grosse tête, et 6 mois après, je réussis en NBA, et là, tous les Français, ils disaient « Ah non, mais il est fort parce qu'il a une grosse confiance en lui. » Je pense pas que j'ai changé tant que ça en 6 mois, quoi. Ça m'a toujours fasciné, en fait, cette phrase-là. Mais je vois qu'il y a une belle évolution maintenant dans le sport. On va accueillir quand même les JO. Ça va être incroyable quand même cet été. Et je trouve que maintenant, grâce à 98, parce que moi, le premier souvenir que j'ai de l'équipe de France, une équipe de France qui a réussi, c'était 98. Je pense que vous avez tous assisté à 98. Je pense qu'on était tous là à vibrer avec Zizou et Titi. Ben, moi, c'est les premières images. Et quand je voyais ces images-là, ben, moi, et je parle aussi de mon ami Teddy Riner, parce que je sais qu'il adore 98. Nous, on a vu ces images-là. Et on voulait amener la France au plus haut niveau. Et donc moi, ça m'a animé pendant toute ma carrière pour amener le premier titre de l'histoire du basket français. Et c'est marrant comment ça marche la vie, parce que je pense qu'on apprend toujours plus quand on perd.
Quand on perd, c'est là où déjà tu vois tes vrais amis et tu vois ceux qui sont avec toi. Et je me rappelle, j'ai commencé ma carrière pro en 2000 et j'ai gagné très très tôt en NBA. À 21 ans, j'étais champion NBA. Après, 2 ans après, on regagne un titre. Et en 5 ans, on a gagné 3 titres. Et après, c'était le désert après. On a mis longtemps après à regagner, parce que c'est dur de gagner dans le sport de haut niveau. Et l'équipe de France, je m'étais toujours dit que si je ne gagne pas un titre avec l'équipe de France, j'aurais eu l'impression que j'ai loupé ma carrière. Donc on est champion d'Europe junior en 2000. Et donc je m'étais fait cette promesse à moi-même que j'amènerais le premier titre de l'histoire du basket français. Et pendant longtemps, on n'a pas gagné. Pendant longtemps, on a perdu. Et en 2013, on est enfin de retour en finale NBA avec les Spurs. Et on mène 3-2. Et pour être champion NBA, il faut gagner 4 matchs. Et c'est marrant parce qu'on commence le championnat d'Europe 2013. Premier match, on joue l'Allemagne et on perd. On s'en prend 30. Et là, je me dis, je savais, il fallait pas que je vienne, j'en étais sûr, de toute façon on est nuls, tout ça. Comme tout le monde, je suis humain comme tout le monde. Tu sais, des fois tu te mets des trucs dans ta tête et il faut essayer de combattre ça. Et donc j'essaie quand même, ça c'est dans ma tête, hein, pas devant mes coéquipiers, hein, jamais devant les coéquipiers, ça c'est dans ma tête. Et après, je dis à mes coéquipiers, on a la meilleure équipe du monde. Franchement, c'est pas normal qu'on perde ce match-là. Il faut qu'on donne tout, on joue pour la France, c'est peut-être notre dernière opportunité de pouvoir être champion d'Europe. Et donc on fait le championnat d'Europe et on arrive en quart de finale contre la Slovénie, en Slovénie, devant 25 000 Slovènes, et on gagne ce match-là. Et là je me dis, bon, pas mal, peut-être il y a quelque chose à faire. On joue l'Espagne en demi-finale, qui est notre bête noire. On n'arrivait jamais à les battre en fait, l'Espagne. Et ce match-là, à la mi-temps, c'est là où j'ai pas parlé avec un super bon langage à la mi-temps, mais parce qu'on perdait beaucoup à la mi-temps. Je suis un peu énervé avec mes coéquipiers. On est revenu, on gagne après prolongation et on bat l'Espagne. Et donc on arrive en finale et enfin on gagne le titre de champion d'Europe. Mais c'est marrant comment ça a commencé à la base, je voulais même pas y aller l'été. Et tu sais jamais quand ça va tourner. Et donc après, quand j'arrive à San Antonio, moi j'étais super content, j'avais ma médaille d'or, je faisais un peu le malin, j'étais content de voir mes coéquipiers. Eux, ils étaient encore sur la finale qu'on avait perdue. Tu sais, les 27,5% là, ils parlaient de ça, tu vois. Et donc je comprenais pas trop. Le coach, première réunion, il nous met les images du match 6, les 3 dernières minutes, comme si j'avais envie de revoir ça. Après, il met les 3 dernières minutes du match 7. Et on commence cette année avec toutes ces images-là, mais c'est ce qui nous a bien sûr motivés. Et c'est cette année-là, après 8 ans d'être pas allé en finale NBA, on arrive en finale contre Miami. Donc on rejoue la même équipe contre qui on avait perdu en 2013. Et là, on a joué le meilleur basket de toute l'histoire des Spurs. Et ça a commencé avec une grosse défaite. Et pour mon point, pour vous expliquer, c'est que toute ma vie, ça a été comme ça. Toute ma vie, j'ai dû me battre, j'ai dû prouver aux gens que je peux y arriver, qu'on peut y arriver, que ma génération peut y arriver. Et c'est vrai que quand maintenant je suis un peu nostalgique et je regarde tout ce qu'on a accompli, je suis vraiment fier maintenant quand on arrive au JO et qu'on a des athlètes comme Kylian Mbappé ou Léon Marchand ou Victor Wembanyama. Je me dis vraiment que maintenant la France, on peut enfin dire qu'on est un pays de sport. Et donc ça, je suis vraiment fier de ça et j'espère qu'on pourra passer des magnifiques JO tous ensemble. Donc ça, je vous explique un peu toute ma carrière et c'est ce qui m'a motivé après pour faire du business. Donc je me suis lancé dans le monde de l'entreprise qui est très similaire au monde du sport. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et c'est ce qui m'anime aujourd'hui. J'essaie de mener tout ça avec ma passion. Tout ce que j'entreprends, c'est un peu mes passions. Je compte pas mes heures et j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Parce que quand tu fais des choses qui peuvent avoir un impact sur notre société, tous les jours je me lève et j'apprécie. On va déjeuner et on procédera à quelques questions-réponses. Pascal Gentil, champion du monde de taekwondo. Merci Harold, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Tony, je voulais te féliciter déjà pour ta carrière, pour ton humilité, pour ce que tu fais en France en tant
ancien sportif de haut niveau, ta capacité d'inspirer les jeunes, et les paroles que tu as eues notamment pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, puisqu'on va accueillir dans 175 jours les Jeux Olympiques et dans 208 jours les Jeux Paralympiques. Je le sais puisque je suis en tant que chargé de mission du groupe ADP pour accueillir dans les aéroports, j'ai l'horloge qui tourne. Ma question, Tony, tu nous as parlé de rêve. Et tu as bien fait de nous dire que quand on avoue, quand on parle de son rêve et que les gens ne rigolent pas avec là, c'est qu'on ne rêve pas assez grand. Quel est aujourd'hui, après cette merveilleuse carrière que tu as eue dans le sport, quel est aujourd'hui ton rêve dans le monde de l'entreprise? Voilà. Merci Pascal. C'est vrai que maintenant c'est un peu différent comment j'approche ma vie. Maintenant je suis plus j'ai envie de vivre une aventure humaine, j'ai envie de pouvoir choisir mon emploi du temps et passer du temps avec les gens que j'aime. Parce que quand tu es dans une carrière sportive, la vie elle va vite et t'as pas beaucoup de temps de passer avec les gens que t'aimes parce que tu es focus sur ton truc et tu peux pas choisir ton calendrier. Là maintenant, moi mes plus grosses envies c'est passer du temps avec les gens que j'aime, créer des moments de vie et créer des souvenirs. Et après, sur le business, essayer de choisir des projets qui peuvent avoir un impact sur notre société pour que après, maintenant, en tant que père, que mes enfants vivent dans un beau monde. Question suivante, Pascal Boniface, patron de l'Iris. Bonjour, les Jeux bientôt à Paris, il y a 3 objectifs, ça se passe bien, on gagne plein de médailles, mais dernier objectif, quel héritage? En quoi, pour l'avenir du pays, l'avenir du sport, l'avenir du monde sportif, Paris 2024 doit laisser un héritage et quel doit-il être? Je sais pas moi comment je le vois quand on a les JO, quand on parle d'héritage. Moi, si je suis arrivé là où je suis aujourd'hui et ce qui m'a motivé, les premières images que j'ai vues, c'était, là j'en ai parlé tout à l'heure, la Dream Team, les JO à Barcelone. Et je pense que si on veut continuer à être un pays de sport et qu'on veut que la France soit tout en haut, avoir des JO à domicile va créer des souvenirs inoubliables et va, j'espère, susciter chez nos jeunes une motivation incroyable pour qu'eux, ils s'épanouissent et qu'ils réussissent leur vie. Et donc, moi, c'est comme ça que je le vois, les JO, ça va être une grande fête. Et j'espère que les Français, on va tous être ensemble derrière tous nos sportifs. Les du ministère de l'Intérieur. Bonjour, Tony Parker. Bonjour. Moi, je vais aller sur un terrain peut-être un peu plus différent. J'étais très touché par... dans le code de déontologie, on ne peut pas tutoyer les gens, mais je vais peut-être me permettre de te tutoyer. Allez-y. J'ai été très touché par ton parcours, puisque tu es né en Belgique, ton papa est américain, et malheureusement, au demeurant des qualités sportives ou des personnalités du cinéma, on a aujourd'hui une absence de discours, tu as un impact chez les jeunes. Moi, je t'ai vu dans mon écran de télé quand j'étais petit, dans la cité où j'ai grandi. Ma mère est d'origine espagnole. Et je pense qu'aujourd'hui, on manque de figures tutélaires pour faire ce que j'appelle la promotion du Made in France. Je sais qu'aux États-Unis, le patriotisme est quelque chose de très important pour les Américains. Ils ont le drapeau sur leur veste, ils ont la main sur le cœur quand ils entendent l'hymne national. Et aujourd'hui, au-delà des artistes qui peuvent taper sur les policiers de la République, qui sont souvent des enfants du peuple, qui défendent les honnêtes gens, et souvent ceux qui ont que la police pour les défendre, je pense que les personnes comme toi, qui ont un parcours méritocratique, dont la France a ouvert les bras, comme ma famille a été accueillie par le pays, que je sers aujourd'hui pour remercier, je pense que tu as un discours aujourd'hui, est-ce que tu vas t'y engager, pour promouvoir justement ces parcours de ceux qui viennent de loin, ceux qui viennent de l'étranger, ceux qui s'intègrent dans notre pays, ceux qui font l'effort d'embrasser nos valeurs de la République. Moi, avant d'être espagnol, je suis d'abord français. Quand mes grands-parents ont été accueillis par la France, parce qu'ils ont pris le régime de Franco, avant d'être espagnol, on était français. Et donc, je pense que tu as une figure importante dans ce rôle-là. Et j'en profite, je fais un peu de pub. Dans l'assistance, il y a Hervé Poyer, le président d'Orphéopolis, qui gère les 3000 orphelins de la police. C'est notamment cette association qui a géré le petit enfant Mathieu, qui a vu ses 2 parents égorgés par un terroriste islamiste à Magnanville. Et donc, bravo. Et donc des figures tutélaires comme toi qui peuvent promouvoir la France, défendre ceux et celles qui la servent et la protègent au péril de leur vie, je pense que c'est important. Et puis on a une mission sport dans la police. Donc si un jour tu vas voir nos sportifs de haut niveau qui vont concourir certains au JO, on t'accueillera à l'INSEP où on forme l'avenir, je sais que tu sais, du sport français. Et donc c'est un peu la question et l'amour du pays qu'on partage, j'imagine, savoir si tu allais t'engager sur ces sujets-là. Merci de ton écoute. Merci pour ces mots. Moi j'ai toujours pris beaucoup de
fierté de dire que voilà, moi je suis fier d'être français. Dès qu'on gagnait un titre NBA, tu me voyais direct avec le drapeau français. Tu peux voir n'importe quelle image, j'avais toujours le drapeau français. Et moi je suis quelqu'un qui est très très reconnaissant et j'oublie pas d'où je viens. Et moi, je sais ce que la France m'a apporté quand j'ai grandi et dans les écoles, tous les coachs qui m'ont éduqué. J'ai toujours eu ce sentiment-là. Et donc, ce que tu vois chez les Américains, comment ils sont fiers d'être Américains, moi, je l'ai, mais pour la France, en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours essayé de transmettre ça autour de moi. Et c'est pour ça que des fois, ça me fait rigoler quand mes amis me disent tout le temps, mais Tony, pourquoi tu t'investis en France? C'est relou en France, blablabla. Et moi, je dis toujours, on a un super beau pays. Notre pays, il est incroyable, on a un beau pays, on a un super beau potentiel. Et donc moi, j'ai envie de faire partie de ces gens-là qui redonnent et amener ma petite pierre à l'édifice et faire grandir la France, toute proportion gardée, à ma façon. Une dernière question, je suis désolé, on est pris par le temps, il y a beaucoup de questions dans la salle. Dernière question, Ulysse Gosset de BFM TV. Bonjour Tony. Bonjour. En fait, j'en ai deux. La première, c'est sur le basket des JO. Est-ce que l'équipe de France a une chance d'avoir une médaille l'été prochain en basket? Il y a dans l'équipe Victor Wembanyama. Est-ce qu'il peut battre le record de Chamberlain de faire 100 points dans un seul match, à ton avis? Et puis, dernière question, c'est sur la jeunesse. Tu as créé cette académie pour les jeunes. Comment ça marche? Est-ce que c'est un one-shot ou est-ce que elle est censée se développer ailleurs? Combien il y a de jeunes qui se forment et comment ça fonctionne cette académie qui est vraiment très importante? Ok. Alors, première question, parce qu'il y avait 3 questions là. T'as carotte un peu quand même. Alors, première question, est-ce que la France a une chance de gagner une médaille? Oui, je pense qu'on a une très très belle équipe. Je pense que le fait que Victor Wembanyama rejoigne l'équipe l'année prochaine, ça va nous aider. On a quand même enchaîné pas mal de médailles. Même si l'année dernière, on n'a pas eu un bon résultat à la Coupe du Monde, ça ne change rien qu'on a eu des belles médailles. On a eu une belle médaille d'argent au JO de Tokyo, une belle médaille de bronze à la Coupe du Monde. Et je pense qu'à domicile, avec le soutien du public, je pense qu'on a de grandes chances d'avoir une médaille. La deuxième question, est-ce que Victor Wembanyama va battre le record de 100 points? Je ne sais pas. Le basket, comment il est joué aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus de possession, les joueurs ils shootent de beaucoup plus loin. Et tu as Luka Doncic qui a marqué 73 points la semaine dernière. Et si tu m'avais demandé, il n'y a même pas l'année dernière ou il y a 2 ans, est-ce que le record de Kobe Bryant il pourrait être battu de 81 points, je t'aurais dit jamais de la vie. Là, il y a quand même 4 joueurs qui ont mis plus de 70 points sur les 2 dernières saisons. Donc je me dis, 100 points, pourquoi pas? Les joueurs, ils shootent tellement vite maintenant que peut-être un jour on verra quelqu'un qui bat ce record-là. De toute façon, les records, c'est fait pour être battu. Donc on verra bien. Et la troisième question, l'académie, vraiment que je réponde à l'académie, ça va être un peu long à l'académie. L'académie, on va dire, c'est juste un endroit que j'ai voulu créer pour créer des opportunités pour les jeunes. Je sais très bien que tous les jeunes qui viennent à l'académie, 95% de ces jeunes-là ne seront pas sportifs de haut niveau. Donc bien sûr, je m'occupe des 5% et ceux qui vont dans l'élite. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est les 95%, susciter chez eux une autre passion, les exposer le plus tôt possible au monde du travail. Parce que mon expérience et le temps que je passe avec les chefs d'entreprise, ils adorent les profils d'athlètes. On a quand même une grosse discipline, une grosse éthique de travail, on a une capacité à absorber quand même beaucoup d'heures de travail. Donc c'est à moi de les préparer. Je suis ambassadeur de l'Institut des métiers d'excellence avec LVMH et en tant qu'ambassadeur de ça, je peux justement avoir accès à tous ces métiers parce que ce groupe est vachement diversifié. Et donc tous mes jeunes, ils ont accès à tous ces métiers-là. Et donc moi, mon job, c'est que quand ils sortent de l'académie, ils ont un job. C'est le slogan de l'académie, You come to the academy, you get a job quand tu sors. Donc voilà, j'ai fait la version courte. Mais...